Alors, donc bonjour à tous et bienvenue à ce sprint 66. Sprint 66 qui a été relativement court. Donc il faut savoir qu'on ne va pas présenter de fonctionnalités vraiment notables cette fois-ci. L'idée va être de faire, on va dire, un genre de point d'étape avant la coupure, la coupure estivale. Point d'étape à la fois technique, fonctionnel. Donc on va donc ça va être, surtout quelques chiffres et un peu de travail de fond par rapport à ce qu'on fait pour préparer le travail de ces vacances. Donc comme a dit Thomas, on déplore aujourd'hui l'absence de Frédéric et Dominique. Donc on va reprendre leurs slides, donc ne vous étonnez pas si jamais on est un petit peu balbutiant, sur certaines de leurs slides. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, slide suivante, principalement, des 3 points qu'on retrouve sur ces derniers sprints, à savoir premièrement Easy Measure, donc notre travail en VD, sur tout ce qui est, la migration dont on a déjà parlé sur plusieurs sprints. Un petit peu d'Easy on Paywall, notamment quelques patchs pour améliorer son utilisabilité. Et un peu d'Easy Report également, qui actuellement est en période de rodage, pour lesquels on reçoit des rapports actuellement tous les jours pour pouvoir tester son fonctionnement. Alors, sur le front de l'animation de la communauté, on a deux nouveaux billets de blog sur le blog, donc blog.easyparts.org. Un billet qui concerne la mise en ligne pour tous les établissements dans leurs espaces éditeurs d'un tableau de bord pluriannuel qui présente les données Elsevier et Springer qu'on a moissonnées depuis 2019 jusqu'au premier mois de 2023. Et le deuxième billet qui concerne un récapitulatif semestriel pour le premier semestre 2023 de tous les nouveaux parseurs et les mises à jour des parseurs, et en particulier celles qui nous sont proposées par l'OCLC dans le cadre de notre partenariat. Je m'étends pas plus, on va en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure, surtout sur la partie pluriannuelle. Euh, Léo, tu peux passer à la diapo d'après et c'est à ton tour. Et oui. Alors moi je vais parler du coup de l'implication EasyParse pour le projet Pathos. Donc pour résumer, Pathos c'est un projet européen qui vise à mesurer les différents impacts de la science ouverte et donc c'est coordonné par Simon Apartis qui fait partie du CIS, un labo du CNRS. Et donc pour cela il y a un groupe de travail qui a été monté de 11 personnes, donc constitué de membres d'Open Edition, de Westware, donc c'est ceux qui vont s'occuper du développement, du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, donc le CUS, et de l'INIS CNRS. Donc on a déjà fait un premier data sprint le 7 juin 2023 à Paris, où l'objectif c'était d'établir un plan de travail afin de répondre aux objectifs du projet. Et donc si l'INIS de CNRS et l'équipe EasyTeam participent à ce projet, c'est parce qu'on a plusieurs matières, enfin le projet a plusieurs matières premières. Donc premièrement les données de session qui sont fournies par Matomo. Et donc on a aussi les logs d'accès serveurs, donc des sites qui proposent des articles en open access, notamment ceux d'Open Edition. Et donc, c'est là qu'EasyParse s'entraîne puisque c'est une solution pour détecter les consultations des log serveurs avec l'enrichissement qui suit. À noter qu'en plus, Open Edition utilise déjà EasyParse pour traiter leurs log serveurs. Donc on a 4 data sprints qui sont organisés dans une période de 3 ans environ. Et donc nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ce projet avec les évolutions d'EasyParse si c'est nécessaire. Donc là on passe aux chiffres de cette sprint. Alors, donc le bilan semestriel dont je parlais tout à l'heure là, et dont on a publié les résultats dans le blog, c'est le travail qui continue sur le front de l'extension des capacités de reconnaissance d'EasyParse par la création de parseurs et leur mise à jour. Donc on a 19 nouveaux parseurs qui ont fait leur arrivée dans EasyParse. On a mis à jour 11 parseurs pour un total d'analyses enfin de 30 analyses, ce qui porte le nombre de parseurs total dans EasyParse à 562 et le nombre total des parseurs qui concernent les abonnements et les plateformes de l'ESR française à 239. Donc voilà, les capacités de reconnaissance d'EasyParse continuent
de s'améliorer sprint après sprint, et vous en trouverez le détail dans le billet de blog qu'on mentionnait tout à l'heure. Slide suivante. Dans ce qui concerne le travail de mise à jour et d'addition de nouveaux parseurs, on a notre partenaire OCLC depuis bientôt 5 ans, qui continue de nous proposer des nouveaux parseurs et des mises à jour. Et donc sur ce front-là, c'est surtout Léo et Tom qui sont à la manœuvre. On a pu valider 25 pull requests, c'est-à-dire des propositions d'ajout au code des parseurs EasyParse, ce qui porte le total des parseurs au CLC depuis le début de l'année à 33 nouveaux parseurs ou parseurs mis à jour. Voilà, donc c'est un travail de fond qui continue son chemin sprint après sprint. Pour cette diapo-là, on montre le nombre d'événements de consultation versés à la plateforme EasyMeasure pour les données EasyParse. Donc je ne reviens pas sur tous les chiffres, mais voilà, pareil, on a des quantités de stades d'usage en augmentation constante sur la plateforme EasyMeasure. Donc ça représente environ 239-240 plateformes éditeurs. Ces 240 plateformes, elles servent les contenus de 823 éditeurs et ça représente un peu plus de 56 millions d'accès à leur plateforme pour un total de 110 000 titres de revues ou d'ouvrages sur la période qui va du 1er janvier au 15 juin 2023. Diapo suivante. Et donc là, c'est moi qui vais prendre la pardon, parole sur cette slide. Donc on continue à travailler avec les équipes Omeka sur l'analyse de leurs données d'usage sur leurs 2 types de plateformes, Omeka et OmekaS, même si maintenant il reste plus que 3 plateformes Omeka. Et donc on peut voir qu'on a toujours des métriques sur ces plateformes et on reste toujours en interaction avec Omeka, mais aussi avec Doranum dans la visu du bas. Et on va retravailler aussi avec Omeka, notamment avec les nouvelles plateformes OmekaS qui ont été déployées. Sur la slide suivante, donc je vais vous faire un petit point sur l'usage d'Easy Paywall durant ces 6 derniers mois. Donc pour ce début de moitié d'année, donc on a reçu 66 millions de requêtes pour 840 millions de débits, et donc ça montre que le serveur il reste toujours très performant. À noter qu'on a un nouvel utilisateur, donc on a l'université de Lille qui utilise maintenant Easy Paywall via EasyParse pour l'enrichissement des données d'usage et obtenir les données d'open access. Et à noter qu'on a fait aussi un petit patch, donc c'est la version 1.2.2 sur Easy Paywall où on a corrigé un bug mineur au niveau du statut de l'enrichissement. Et donc si vous êtes intéressé pour obtenir de l'enrichissement des données open access via EasyParse, vous pouvez nous contacter par mail et on pourra vous délivrer une clé d'API pour utiliser Easy Paywall. Donc maintenant on va passer sur le travail du fond, donc le travail qu'a fait essentiellement Yannick et Tom. Et je vous laisse la main. Tout à fait. Donc ce sprint, c'était beaucoup de travail de fond pour le coup. Et avant d'en parler, je vais refaire un petit point contexte sur l'environnement applicatif parce qu'on n'a jamais assez de contexte. Donc l'environnement d'EasyMeasure, ou plutôt les environnements d'EasyMeasure sont divisés en 3, c'est-à-dire qu'on a un environnement de production, d'intégration et de développement. Et donc, notre environnement de production, donc c'est un EasyMeasure qui tourne, dont les données sont séparées dans 5 Elasticsearch qui sont sur des machines différentes et qui commence à contenir pas mal de données. Donc, il faut savoir qu'on a maintenant plus de 230 espaces, 150 établissements. On se rapproche dangereusement des 1000 utilisateurs. On a 2500 identifiants sushi qui sont répartis sur presque 200 points d'accès et on gère quasiment 400 index qui a depuis longtemps dépassé le téra de données. Donc on commence à avoir pas mal de choses en production. Et donc le pendant de cette production, c'est notre environnement d'intégration qui nous sert à tester nos derniers changements avant de les passer en production. Et donc l'environnement d'intégration est, si je puis dire, un miroir de la production, en simplement un peu en une échelle un petit peu moins grande, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul Elasticsearch, mais globalement c'est la même architecture, ce qui fait que quand on veut faire nos tests dans l'intégration, on a à notre disposition des outils relativement simples qui nous permettent simplement de copier les données de la production vers l'intégration, ce qui nous permet de faire nos tests simplement.
En revanche, depuis que nous avons commencé notre migration dont on vous parle maintenant depuis plusieurs mois, donc nous avons un nouvel environnement de développement qui nous sert à tester, la nouvelle version d'EasyMeasure, celle qui sera, une fois qu'on a terminé notre migration, déployée en intégration. Cependant, cette nouvelle version d'EasyMeasure, elle ne se base plus uniquement sur un Elasticsearch, elle se base également sur une base, relationnelle, donc à savoir un Postgre. Le souci étant que, les données ne sont donc plus stockées de la même manière. Donc ce qui sous-entend qu'on ne peut plus copier simplement les données de la production vers la machine de développement, comme ça, sans se poser de questions pour tester. On a besoin, de les traduire, si je puis dire. Et donc c'est ce qui nous amène à, un travail qu'on a fait de fond sur ce sprint-là, slide suivante, à savoir, on a travaillé sur un script qui nous permet de transférer, nos données d'un EasyMeasure entre guillemets, historique vers la prochaine version d'EasyMeasure. C'est-à-dire que ce script-là, il va aller requêter les données, de l'EasyMeasure historique, à savoir récupérer les utilisateurs, les espaces, les rôles dans Elastic, mais également, les établissements, les identifiants, tout ça qui sont actuellement stockés dans un index spécialisé dans Elasticsearch, et il va aller les déplacer dans le nouvel EasyMeasure et faire tous les liens dont il a besoin. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà expliqué, les données de gestion d'EasyMeasure sont hautement relationnelles, mais dans la version actuelle d'EasyMeasure, ces liens ne sont pas réellement faits, parce qu'on n'est pas dans une base relationnelle, justement. Donc ce script-là va nous permettre d'alimenter, enfin nous a déjà permis d'alimenter la machine de développement avec des données concrètes venant de la machine de production, ce qui va nous permettre d'entamer un processus de rodage de toutes nos procédures, et ce qui va nous permettre du coup d'entamer la dernière ligne droite, à savoir la migration du système de moissonnage. Et donc je vais pouvoir passer la main à Tom. Voilà. Oui, et moi je vais vous parler de la synchronisation entre le nouvel EasyMeasure, l'Elastic, où il y a quand même des données qui doivent rester dans Elastic, on pense aux espaces, aux rôles, aux utilisateurs, et la synchronisation entre EasyMeasure et les données propres à EasyReport. Tout ça, ça se fait soit par un script de transfert, comme Yannick vient de l'expliquer, ou alors par une tâche récurrente qui tombe tous les jours à minuit, si ma mémoire est bonne. Et ça peut aussi cette synchronisation peut être déclenchée aussi par une action utilisateur. Et ça va mettre à jour, du coup, tous les services dont que EasyMeasure utilise pour faire les rapports. Enfin, pour faire les tableaux de bord, les rapports, globalement tout. Si on passe à la slide suivante, cette synchronisation, en fait, elle est basée sur des hooks. C'est-à-dire que quand un changement est fait sur la base de données, par exemple une création d'utilisateur, ça envoie un événement dans un bus qui est récupéré par ce qu'on appelle des hooks qui interagissent avec d'autres services, dont dans notre exemple, la création d'un utilisateur dans Elastic et dans EasyReport. En synchronisé à EasyReport et à Elastic, on a les utilisateurs. Les établissements sont quant à eux synchronisés uniquement dans EasyReport et les espaces et les entrepôts de données uniquement dans Elastic. Lors de cette sprint, on a aussi profité que les données de prod soient sur la VD. Slide suivante, pardon. Merci. Donc, on a profité que les données de prod soient sur la machine de développement pour tester EasyReport avec de vraies données et générer des rapports quotidiens, comme on peut le voir sur la slide tout à droite. Ensuite, on va donc pouvoir passer aux nouvelles fonctionnalités qui sont certes peu nombreuses, mais assez intéressantes. Et je vais laisser la parole à Thomas. Merci Tom. Donc rapidement, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on a, ça a fait l'objet d'un billet de blog un peu détaillé, on a procédé à la création
Enfin, avant ça, on a procédé, Dominique en particulier, a procédé au moissonnage rétrospectif des données d'usage Counter-5 chez Elsevier pour la plateforme Science Direct et Springer, donc du début 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous permet de donner accès à des tableaux qui montrent une évolution pluriannuelle. Donc, sur le principe de cette moisson rétrospective, Frédéric a mis en place un tableau qui montre ces facettes année par année, donc des facettes d'évolution standard des consultations. L'histogramme, là, c'est la somme des consultations, donc on voit qu'elle augmente avant de rediminuer un petit peu. Et ensuite, le camembert d'en dessous, vous voyez une évolution dans la part open access des contenus qui sont consultés, et encore en dessous, dans les camemberts multicolores, vous voyez la part des années de publication des contenus consultés. Donc on peut voir dans un tableau générique qui est disponible maintenant dans tous vos espaces éditeurs, donc dans tous les établissements, dans tous les espaces établissements éditeurs, on a versé ce tableau et vous avez accès à vos données Springer et Elsevier déployées sur des facettes par année dans un seul tableau pour vous permettre de voir cette évolution. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que ce principe va être remis à l'œuvre à chaque fois qu'on va faire des moissonnages rétrospectifs. Vous pourrez voir ce tableau se compléter des autres plateformes pour lesquelles on aura procédé à ces récupérations de données. Donc ça va être le cas dans les prochains jours pour les plateformes APS et ACM, je crois. CS. ACS, merci. Donc, APS et ACS sont sur les rangs pour être moissonnés et donc viendront compléter ce tableau de bord. Évidemment, ce tableau de bord, il est pas obligé de rester comme ça, mais disons que c'est une première version et que ça vous permet à chacun dans vos espaces éditeurs respectifs d'accéder à ces mises en regard année après année. Voilà. En fait, on vous invite à aller voir déjà dans vos espaces à quoi ça ressemble et puis à nous faire des retours si besoin pour qu'on puisse améliorer et puis proposer des versions successives de ce tableau et à les reverser dans vos espaces selon le principe que vous commencez à bien connaître maintenant, puisqu'on a fait aussi pour le SGBU, donc on va le faire pour les moissons pluriannuelles et puis on pourra le faire pour d'autres aspects si vous en avez besoin. Voilà pour moi, pour cette diapo, et je passe la parole à Tom et Léo pour la nouvelle version d'EasyParse. Effectivement, donc on a déployé la version 3.9 d'EasyParse, qui est plus une mise à jour de résolution de dette technique, puisqu'on est passé de Node 14 à Node 18, qui est la nouvelle LTS, donc la version de Node qui est supportée à long terme. Ce qui rend par contre EasyParse non rétrocompatible à la version 12 de Node, et donc tout ce qui est en dessous. Et on en a profité pour mettre à jour les diverses dépendances d'EasyParse. Et dans la version 3.9, on a rajouté aussi un bouton de redémarrage, mais je vais laisser Léo en parler plus en détail. Oui, donc on en a profité pour ajouter une nouvelle fonctionnalité, celui d'ajouter un bouton de redémarrage dans la partie administration d'EasyParse. Donc c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement pour les administrateurs et ça permet de redémarrer EasyParse sans avoir besoin d'accéder à la machine et relancer tous les scripts de redémarrage. Donc c'est très pratique lorsqu'il faut mettre à jour les middleware et les parseurs puisqu'un redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements. À noter une chose, cette fonction de redémarrage, elle prend en compte s'il y a des traitements en cours, puisque si vous voulez redémarrer EasyParse alors qu'il y a des traitements en cours, vous aurez un message qui va vous prévenir qu'il y a des traitements en cours et c'est quand même possible de le redémarrer, mais ça va annuler ces traitements-là. Et donc on a fait une vidéo pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Tac. Donc là on est dans la partie EasyParse, donc dans la partie mise à jour. On voit à droite le bouton redémarrer. Et donc, lorsqu'on clique dessus, ça va nous afficher une fenêtre qui nous demande si on veut vraiment redémarrer EasyParse. Dans le cas où on a des traitements en cours, on a une petite pop-up qui va quand même apparaître précisant attention, il y a des traitements en cours. Si jamais vous voulez redémarrer l'application, ça va les annuler. Mais c'est quand même possible de forcer le redémarrage. Et donc, une fois qu'on est OK, EasyParse redémarre. Donc, le temps que ça redémarre, etc., il y a cette petite fenêtre qui s'affiche. Mais lorsqu'EasyParse sera redémarré, la fenêtre va disparaître et EasyParse redeviendra opérationnel. Hop. Les joies du direct. C'est bon.
Et donc on est à la fin de ce sprint. Niveau des prochains rendez-vous. Donc, nos prochains rendez-vous, c'est la prochaine revue de sprint début septembre. Elle est programmée au mercredi 6 septembre, mais elle risque de bouger d'ici là. Donc, on diffusera l'info par les canaux habituels. Et ce sera en distanciel comme les dernières revues et comme celle d'aujourd'hui. On a une réunion mensuelle du GTI qui arrive en milieu de semaine prochaine, le mercredi 28. Donc, ça se passe rue d'Aviel à Paris. Et puis, on a un dernier webinaire avant l'été pour présenter ce fameux tableau d'évolution pluriannuelle vendredi prochain, le 30 juin, à partir de 11h avec Frédéric. Donc ça, c'est pour les prochains rendez-vous. Je rappelle aussi que dans le blog EasyParse, on a la catégorie des rendez-vous où on réexpose ces informations, enfin en tout cas une partie de ces informations. Je rappelle le lien ici. Et je crois que c'est Voilà. Il nous reste à vous remercier. Donc c'était une revue de sprint un peu particulière, parce que 2 de ses acteurs principaux étaient exceptionnellement absents aujourd'hui. Et le fait que on ne livre pas de fonctionnalités majeures pendant ce sprint, c'était surtout l'occasion de faire un point avant l'été et avant la grosse migration qui se prépare et dont Yannick a dit un mot un peu plus tôt dans la revue. Si vous avez des questions, on peut les prendre sans aucun problème. Et puis sinon, on profite que c'était un sprint court et une présentation courte pour retourner vaquer à nos activités respectives.